Après avoir annoncé ma démission, Émilie s'est moquée de moi, et j'ai répondu en gardant un regard ferme et silencieux. Notre discussion s'est concentrée sur la décision de l'entreprise de réduire les dépenses liées aux employés, avec une attention particulière aux personnes qui abusaient soi-disant du paiement des heures supplémentaires. Tom semblait aussi apprécier l'idée de réduire les coûts. Une semaine plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels de l'entreprise. Lorsque j'ai répondu, le président a demandé brusquement « Qui êtes-vous exactement ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de rire ironiquement à la question du président. En réponse, je me suis présentée, je m'appelle Lily Johnson, une employée de 59 ans avec 37 ans de service dévouée depuis l'obtention de mon diplôme universitaire. J'ai expliqué le rôle de notre entreprise, qui consiste à fournir des services administratifs, en particulier pour des présidents d'entreprises occupés, en gérant des tâches bureaucratiques spécialisées dans les questions fiscales. Je gérais fièrement 45 clients, une responsabilité qui était devenue écrasante, malgré l'aide d'un employé à temps partiel. Même s'il y avait de nombreux défis, je ne pouvais montrer aucun signe de faiblesse. Nos clients avaient des relations de longue date, et leurs difficultés nourrissaient ma détermination. Aujourd'hui, alors que je m'asseyais devant l'ordinateur, le harcèlement incessant de Tom et Émilie pesait lourdement sur mon esprit. Tom, 7 ans plus jeune que moi et désormais chef du département fiscal, avait radicalement changé son comportement 3 mois plus tôt, après sa promotion. Son ton, autrefois courtois, avait été remplacé par de la condescendance et des plaintes, rendant chaque interaction difficile. Même lorsque je le confrontais, il restait impassible, m'instruisant de consulter le manuel pour trouver des conseils et me mettant en garde contre toute action inutile. Émilie, l'assistante de Tom, s'est jointe au harcèlement, critiquant mon efficacité et se moquant de mon statut, malgré le fait que j'avais été la première à refuser une promotion au poste de chef de département, un fait inconnu de Tom et Émilie. Je m'étais engagée à terminer mes tâches habituelles. Leur harcèlement a persisté lorsque Tom m'a accusé d'augmenter les heures supplémentaires, les qualifiant de gaspillage. Émilie a fait écho à ses sentiments, soupirant en affirmant que mes heures supplémentaires constantes nuisaient aux performances de tout le département fiscal. La cause récente de mes heures supplémentaires était Tom, qui avait soudainement laissé un mois de dossiers clients sur mon bureau pour être archivé avant la fin du mois. Après le travail, mon visage a pâli en regardant les dossiers devant moi. « Attends, tous ces dossiers ont des délais pour ce mois, n'est-ce pas ?» J'étais confuse. Cependant, avant que je ne puisse comprendre la gravité de la situation, Tom rangeait déjà son bureau, totalement désintéressé par mes préoccupations. « Je m'en vais, prends soin de toi », a-t-il commenté négligemment en quittant rapidement le bureau, me laissant avec une pile de tâches urgentes. Émilie a fait de même, ajoutant l'insulte à l'injure avec un rire. L'incrédulité de la situation pesait sur moi, et j'ai soupiré profondément en ouvrant les dossiers clients éparpillés sur mon bureau. À mon grand désarroi, certains de ces dossiers étaient à l'origine sous la responsabilité d'Émilie. Cette prise de conscience a approfondi mon soupir, j'ai compris pourquoi Tom me soumettait à un harcèlement implacable, il voulait que je prenne ma retraite rapidement. Mon vaste expérience et ma connaissance approfondie en matière de fiscalité faisaient de moi une ressource préférée pour les autres membres du département fiscal, par rapport à Tom. Le comportement distant de Tom et son apparence peu attrayante faisaient que tout le monde, sauf Émilie, l'évitait. Il semblait que la proximité d'Émilie avec lui était stratégique, motivée par la préférence de Tom pour les employés plus jeunes. La superficialité de leurs pensées m'a donné des frissons. Le harcèlement d'Émilie n'était pas seulement une vendetta personnelle, elle cherchait à gagner les faveurs de Tom, qui était chargé d'évaluer les performances du département fiscal. Malgré ces défis, j'ai dû gérer les déclarations tout en préparant les déclarations fiscales pour mes entreprises assignées. Il semblait que le travail d'aujourd'hui était loin d'être terminé. Cependant, demander des heures supplémentaires ne ferait qu'entraîner des plaintes de la part de Tom et Émilie, me laissant résigner à l'idée de faire des heures supplémentaires non rémunérées. Puis, de manière inattendue, j'ai été convoqué au bureau du président. Notre entreprise avait récemment connu un changement de direction en raison de la maladie soudaine de l'ancien président. Le nouveau président, fils de l'ancien président, n'était pas encore totalement familier avec notre entreprise. En entrant dans le bureau, j'ai remarqué Tom et Émilie avec des sourires désagréables sur leurs visages. Dans une atmosphère tendue, le président a lâché une bombe.
Lily, nous allons avoir besoin que vous démissionniez d'ici la fin de ce mois. Mon esprit a tourné en boucle tandis que je demandais des éclaircissements. Tom et Emily m'avaient apparemment accusé de gonfler les heures supplémentaires, si tant qu'alors que les autres avaient environ 15 heures, j'avais dépassé les 80 heures. Le président, ignorant les véritables circonstances, semblait impressionné par le fait que Tom et Emily n'avaient pas d'heures supplémentaires. La réalité de la situation m'a frappé, les heures supplémentaires gonflées étaient le résultat de mon travail pour Tom et Emily. Cependant, révéler les instructions de Tom risquait de me faire passer pour quelqu'un incapable de gérer efficacement son temps. J'ai exposé les faits, affirmant que je n'avais pas gonflé les heures supplémentaires, mais que j'avais lutté pour accomplir ma charge de travail dans les heures normales. Le président a poussé un profond soupir, exprimant son doute, mais reconnaissant le manque de preuves pour poursuivre l'affaire. Néanmoins, il a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas garder quelqu'un travaillant à un rythme oscillant. Résigné à la situation, le président a suggéré ma démission, et il semblait que sa décision était déjà prise. En étant informé que je devrais quitter l'entreprise à laquelle j'avais consacré 37 ans, j'ai ressenti une profonde fatigue s'installer. Malgré ma dévotion, le travail supplémentaire de Tom et Emily n'a pas été apprécié. J'ai accepté de démissionner à la fin du mois, reconnaissant que j'avais déjà communiqué ma décision au président. Lorsque j'ai regardé Tom et Emily, leur sourire vulgaire reflétait leur satisfaction. En quittant le bureau du président, Emily m'a provoqué avec un sarcastique « Merci d'avoir démissionné », son sourire tranchant. J'ai répondu par un regard silencieux, affrontant un mépris similaire de Tom, qui a exprimé son approbation pour la réduction des coûts salariaux et m'a étiqueté comme quelqu'un qui exploitait le paiement des heures supplémentaires. En observant leur conversation joyeuse, j'ai réfléchi au processus de transition, en créant des documents pour tous mes clients. Je me suis assuré de faire des adieux appropriés et j'ai fixé des rendez-vous avec ceux que je pouvais rencontrer en personne. Incapable de planifier une réunion avec le président, j'ai dû me tourner vers des lettres pour l'informer de mon successeur. Une semaine après ma démission, alors que je profitais d'un moment de détente à la maison, mon téléphone portable a sonné. En voyant l'appel de l'entreprise, j'ai hésité, ayant déjà terminé les formalités de sécurité sociale. Cependant, les appels persistants de l'entreprise et des téléphones personnels de Tom et Emily m'ont finalement poussé à répondre à contre-séure. Dès que j'ai décroché, le président a parlé avec urgence, me demandant exactement qui j'étais. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre sarcastiquement, juste une femme sans emploi qui a quitté l'entreprise, rien de plus. En réponse, le président a expliqué avec insistance le chaos depuis mon départ, 49 appels pour interrompre les transactions avec l'entreprise. Il m'a supplié de revenir immédiatement, révélant un ton de panique dans sa voix. À contre-séure, je me suis levée de ma chaise et je suis retournée à l'entreprise. En arrivant, j'ai trouvé Tom et Emily qui m'attendaient, leurs visages remarquablement pâles et des cernes profondes sous leurs yeux fatigués. Surprise par leur changement d'apparence, j'ai demandé ce qui se passait. Tom m'a lancé un regard noir et a révélé, depuis ton départ, nous avons été bombardés d'appels pour interrompre les transactions, non seulement de tes clients, mais aussi d'entreprises prospectives que nous envisagions de démarcher. Qu'est-ce que tu as fait? Emily a émis le même soupçon, exprimant sa déception à l'idée que j'ai pu recourir à des tactiques malhonnêtes. Leur apparence abattue suggérait l'épuisement causé par la gestion des annulations. Bien que je n'ai pas manipulé les clients, j'avais une idée du motif des annulations. Compte tenu de l'inévitabilité des suspensions, j'ai réfléchi à voix haute. Tom, cependant, m'a accusé directement, insistant sur le fait que j'avais orchestré quelque chose. Il a exigé que je me rende immédiatement au bureau du président, m'y escortant. En entrant dans le bureau du président avec Tom et Emily, le président m'a accueilli en me regardant droit dans les yeux. Tom a déclaré, « Président, je l'ai amené », avec un air d'autorité, tandis qu'Emily l'a rapidement suivi. Ignorant leur ton accusateur, le président m'a interrogé sur la soudaine interruption des transactions après mon départ. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai expliqué, nos clients n'ont pas besoin de nous pour gérer leurs impôts. Il existe des cabinets de comptabilité fiscale qui offrent des services moins chers. Ils sont restés avec nous à cause de moi. Tom a répliqué en remettant en question ma valeur personnelle, et Emily m'a provoqué, tous deux défiant mon utilité pour l'entreprise. Impassible,
j'ai expliqué ma méthode unique, offrant des stratégies personnalisées d'économie d'impôts qui résonnaient avec nos clients. Tom a rejeté cela comme inefficace, affirmant que ces opérations basées sur des manuels étaient plus pratiques. Le président a poussé un profond soupir, reconnaissant la différence fondamentale dans nos approches. D'un ton sérieux, il a dit, en réalité, signalant une révélation ou une décision cruciale à suivre. J'ai reçu un appel surprenant de mon père, l'ancien président. Il se trouve que certains clients qui ont interrompu les transactions se sont directement adressés à mon père pour négocier en son nom. Je ne m'attendais pas à ce que les clients aillent jusqu'à ce point, ai-je pensé intérieurement. Elle a continué, mon père a souligné que le département fiscal a prospéré grâce à vos contributions. Non seulement vous gérez les clients avec efficacité, mais vous soutenez également les clients de vos collègues, avec une expertise que même Tom ne peut égaler. Mon père a révélé que si vous n'aviez pas refusé la promotion, vous auriez déjà une position plus élevée que celle de chef de département. Le président actuel a exprimé des regrets avec une expression douloureuse. Émilie semblait choquée, probablement en train de se rendre compte que j'aurais pu être sa supérieure. Le président s'est excusé de m'avoir initialement poussé à démissionner et m'a demandé si je considérerais révoquer ma démission. Selon son père, j'étais indispensable à l'entreprise. Bien que j'apprécie la proposition du président, j'ai hésité à l'accepter. Tom a interrompu notre conversation, visiblement contrarié, et a protesté contre la décision du président, se demandant pourquoi j'avais été choisi à sa place. Émilie a fait écho à ses sentiments, louant la direction de Tom et exprimant son incrédulité quant à la préférence pour moi. Le président les a alors abordés avec fermeté, révélant que, depuis ma démission, de nombreuses plaintes avaient été reçues concernant le département fiscal, suggérant qu'ils transféraient leurs responsabilités à d'autres. Le visage de Tom est devenu livide lorsque le président a exposé le fait qu'il déléguait la préparation des formulaires de déclaration des clients à ses subordonnés, incluant le travail d'Émilie pour plusieurs clients. Le président a souligné l'ironie, étant donné que Tom m'avait accusé de voler les salaires. Observant les expressions pâles de Tom et d'Émilie, le président a poursuivi, révélant une supposée fuite concernant leur relation amoureuse. Tom a tenté de se défendre, affirmant qu'il ne faisait qu'encadrer Émilie en tant que supérieure. Cependant, le président a présenté des reçus du département de comptabilité indiquant des frais de repas soumis par Tom. Confronté aux preuves, Tom, en sueur, n'a pas pu fournir d'explications convaincantes. Émilie est également devenue pâle comme un fantôme lorsque le président les a accusés de négliger leurs fonctions, de gonfler les dépenses et de violer la politique de l'entreprise en entretenant une liaison au bureau alors qu'ils étaient mariés. D'une manière calme et directe, le président a déclaré leur licenciement avec effet immédiat. Tom et Émilie ont tenté de résister, promettant de rembourser les dépenses et suppliant de garder leur emploi. J'ai une famille, a supplié Tom désespérément, tentant de revenir sur son licenciement. Émilie a fait écho à ses sentiments, exprimant avec précaution sa peur d'être licenciée. Elle a promis de s'excuser auprès de moi et des autres pour les avoir surchargés de travail. Consciente de la gravité de la situation, impliquant la négligence des devoirs et une liaison avec un supérieur, inquiète pour sa réputation, elle a supplié pour une seconde chance. Sentant leur désespoir, j'ai offert un conseil, pourquoi ne pas cesser de résister? C'est indigne, ai-je suggéré. Tom m'a lancé un regard furieux, rétorquant, « Tais-toi. Qu'est-ce qu'une personne célibataire comme toi pourrait comprendre ?» J'ai soupiré, lui rappelant, « Tom, c'est toi qui m'as fait démissionner. C'est juste le karma. Ce qui va, vient. Pourquoi ne pas assumer un peu de responsabilité et réfléchir un peu ?» Frustré, Tom a détourné le regard tandis qu'Émilie mordait sa lèvre d'angoisse. Connaissant plus de détails sur leur inconduite, je me suis tourné vers le président, lui demandant avec un sourire si je devais les partager. Tom et Émilie ont tenté désespérément de m'en empêcher, craignant une exposition supplémentaire. J'ai émis un ultimatum, les avertissant que les erreurs finiraient par éclater, les exhortant à affronter la réalité avant que cela n'empire. Avec mes mots, Tom et Émilie sont tombés à genoux, et le président a décidé de les licencier immédiatement. Plus tard, j'ai révélé davantage sur leurs manquements, notamment Tom qui prétendait être en voyage d'affaires pour passer des jours avec Émilie et leurs tactiques insidieuses de harceler les employés qu'il n'aimait pas jusqu'à ce qu'ils démissionnent.
Malgré mes tentatives d'aider ses employés, les stratégies de Tom et Emily étaient implacables. Il les réprimandait et les pressait hors de mon champ de vision, leur assignant souvent des tâches soudaines avec des délais serrés. Les employés qui avaient démissionné m'ont d'abord demandé de garder le silence, mais comme ils étaient maintenant heureux de travailler ailleurs, j'ai décidé qu'il était temps de parler. Le président, furieux de mes révélations, a exprimé sa colère et a envisagé de couper le dernier salaire de Tom et Emily. Il prévoyait d'enquêter minutieusement sur les dépenses gonflées du passé. Tom, les larmes aux yeux, a supplié le président de ne pas couper son salaire, craignant l'impact sur sa famille. À mesure que la vérité se dévoilait, la liaison de Tom avec Emily a été révélée, entraînant le divorce de Tom. Maintenant, tous deux font face à des demandes de compensation dans le cadre de la procédure de divorce, marquant les conséquences de leurs actions. J'ai pris connaissance de la situation lorsque Tom m'a contacté, cherchant de l'aide pour persuader le président de reconsidérer son licenciement. Emily et Tom se retrouvaient dans une situation désespérée.